Bonsoir, vous êtes toujours sur le plateau de Retour aux sources. Nous sommes en compagnie de nos deux invités. Olivier Fely-Biolay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur de ce film qu'on vient de voir. On en sort bouleversé, hein, on peut le dire. Vous êtes le cousin de Jacques Lamotte. Vous allez nous expliquer votre histoire, mais aussi votre démarche dans ce film. À vos côtés, Alain Collignon, un habitué de nos plateaux. Vous êtes historien CG Soma, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. Je le disais, beaucoup d'émotions. Aujourd'hui encore, et c'était ça, finalement, le but de l'ordonnance NN, faire souffrir les proches à long terme, ce qui justifie cette émotion au moment de voir un nom gravé sur une pierre, le nom d'une personne que finalement on n'a même pas connue. Alors oui, le décret NN, le principe c'était un régime de terreur. Donc régime de terreur qui s'appliquait aux personnes qu'on faisait disparaître, donc les prisonniers eux-mêmes, ils ne savaient pas où ils allaient, mais aussi vis-à-vis des familles qui ne sauraient jamais. Le principe du décret NN, c'était on fait disparaître ces gens dans la nuit et le brouillard, dans les limbes du temps, pour toujours. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacques, avec une mère qui n'a jamais pu faire le deuil. Voilà, donc on ne touche pas seulement une personne, on touche tout son entourage. Donc c'est ça aussi l'angle de votre film, Olivier Fely-Biolay, c'est finalement de montrer aussi que la victime, c'est notamment la mère de Jacques Emilia. Tout à fait. C'est un vrai choix au niveau de mon film, de faire un film sur l'émotion. Je ne voulais pas faire un film sombre. C'était un nouveau film sur la Seconde Guerre mondiale, un nouveau film sur la déportation. On en a vu beaucoup, des films importants. Je voulais qu'on ressente ce qu'ont vécu les prisonniers eux-mêmes, sachant qu'ils allaient dans l'inconnu, mais aussi ce qu'ont ressenti les familles pendant la guerre, au moment où on fait disparaître leurs proches, et après la guerre, puisque Emilia va rechercher son fils pendant plus de 30 ans. Et elle n'aura jamais de réponse et elle ne pourra jamais faire le deuil. D'où l'angle de ce film, effectivement, d'être sur l'émotion. Voilà, donc des disparitions qui tuent les familles. Ça veut dire, Alain Collignon, que ce décret NN, il a plutôt et malheureusement pas mal fonctionné? Il a plutôt pas mal fonctionné pendant un premier temps, pendant une bonne grosse année, 2 ans, disons, mais il a commencé à être appliqué à partir du mois de décembre 1941, quand l'Allemagne nazie commence à être confrontée, du fait du déroulement de la guerre, à une série d'oppositions, à une série de difficultés et à une levée progressive des boucliers contre cette Allemagne nazie dans l'Europe occupée. Voilà, mais c'est quand même tôt dans la guerre, donc on imagine que c'est relativement tôt dans la guerre. Ça a pu être appliqué longtemps. Et ça a glacé les familles des détenus NN qui étaient concernés par ce décret, puisqu'ils ne parvenaient plus à communiquer avec leurs proches déportés outre-Rhin et vice-versa également. Ces gens-là étaient véritablement disparus dans la nuit et le brouillard et les familles ne savaient pas ce qu'il était advenu d'eux et ne parvenaient pas à réagir car elles se disaient naturellement si nous glissons dans l'opposition, si nous manifestons des traces d'opposition envers les forces d'occupation, il est certain que ça va aggraver la situation pour nos parents et donc ne faisons rien. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, du fait du déroulement de la guerre, naturellement, les effets de ce décret NN vont s'atténuer à partir de 1943-1944, avec la levée globale des oppositions contre les politiques d'occupation du Troisième Reich. Olivier Fely-Biolay, vous avez eu envie de faire ce film parce que vous n'avez pas trouvé grand-chose sur le sujet. Il y a bien sûr votre lien familial, mais finalement, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une sorte de vide autour de ces prisonniers NN. Tout à fait. Je me suis rendu compte au moment où je faisais mes recherches qu'il n'y avait pas de film sur les NN. On pense tout de suite au film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard. Voilà, mais finalement, ça crée une confusion parce que c'est pas de cela précisément dont il est question. Effectivement, c'est éponyme. Donc Nuit et brouillard, mais il reprend le titre, mais il ne parle pas des NN dans son film, il parle de la déportation en général. Et l'anecdote, c'est que je fais des recherches à titre personnel, et je suis sur mon premier film avec Marina Vladi, qui occupe un rôle. Je la ramène chez elle et je lui raconte mes recherches. Et c'est Marina qui me dit en route, sur le chemin, mais Olivier, c'est formidable, cette histoire, c'est incroyable, il faut que tu en fasses quelque chose, fais-en un film. Donc vous faisiez à la base des recherches sans forcément avoir l'idée Absolument pas, je n'avais pas du tout l'idée de faire un film au départ, non, non. Alain Collignon, comment expliquer cette méconnaissance, finalement, sur ce sujet précis? D'une certaine façon, l'historiographie s'est peu attachée au sort de ces détenus, au statut de ces détenus. Parce qu'il n'y a pas de traces. Parce qu'il y a peu de traces. Il y a peu de traces. Et à ce niveau-là, les nazis ont réussi leur coup, puisqu'une bonne partie de ces archives sont disparues dans la nuit et le brouillard.
Il y a bien entendu le film éponyme. Et en Belgique, l'historienne Christine Sommerhausen s'est penchée sur le sort des NN. Mais depuis Christine Sommerhausen, en Belgique, il n'y a plus rien eu sur la question. Donc voilà, Ça mériterait d'être réexaminé et d'être mis en perspective. Donc peu de traces, donc on imagine à quel point votre enquête, Olivier Philippe-Biolay, a dû être compliquée. Comment avez-vous procédé ? Alors, il y a des travaux qui ont été faits par un ancien détenu NN qui est l'abbé de la Martinière, Joseph de la Martinière, après-guerre. Et pendant de longues années, il va chercher les traces de ses anciens copains qui étaient avec lui dans les camps et de tous les NN. Et récemment, il y a aussi un chercheur français, Thomas Fontaine, qui a fait une thèse, un travail de thèse sur les NN. Donc, je ne suis pas parti de rien. Et vous pensez que ça pourrait commencer à intéresser les historiens, Alain Collignon ? La réponse est oui, parce qu'encore actuellement, au niveau des historiens, mais même du grand public, il y a une sorte de mythologie des NN, de mythologie nuit et brouillard. Les personnes impliquées, concernées par ce décret, semblent appartenir à une sorte d'aristocratie de la résistance, de par l'aura de mystère qui enveloppe encore actuellement ce statut et qui enveloppe la destinée de ces personnes-là. Et ce statut a quand même concerné plusieurs milliers de personnes dans les territoires occupés de Belgique et du nord de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on va parler des cas belges, mais revenir quand même sur votre enquête. Olivier, ça vous a pris combien de temps au final ? 3 ans. Donc 3 ans d'enquête pour, au fur et à mesure, avancer et trouver des documents sur Jacques, et dont le document le plus important que j'ai trouvé, c'est par hasard, aux archives nationales en France, à Pierrefitte, où j'avais un peu de temps après des recherches dans des dossiers très précis, et il y avait un carton sur la prison de Dietz, en Allemagne, et comme j'avais du temps, je me suis mis à consulter des fiches, et c'est là où j'ai trouvé une fiche sur Jacques, qui me parlait de son parcours, qu'on ne connaissait pas, et qui était tout son parcours de déportation à Dietz et en Silésie. C'est vrai que dans le film, on comprend que vous avez eu quelques coups de chance, finalement. J'ai eu des coups de chance, ouais. Il y a une bonne étoile qui était avec moi pour rechercher, et j'ai eu accès à des documents. Alors, sa mère a fait beaucoup de recherches. Elle ne nous a pas parlé de tout, Emilia, puisqu'elle l'a recherché pendant 36 ans. Inlassablement. Et j'ai trouvé toutes ces recherches, tous les documents. C'était émouvant de retrouver les traces de ces recherches à elle. Mais elle n'avait pas accès à tout, puisque les archives ont été ouvertes en décembre 2015. Donc j'ai pu avoir accès à ces archives. Et encore aujourd'hui, toutes ne sont pas ouvertes. Donc j'ai eu des dérogations pour accéder à certaines autres archives. Et après, il y a eu mes recherches en France, en Allemagne, en Pologne. Et à distance, j'ai pu aussi solliciter d'autres archives, celles du Luxembourg, celles de la Belgique, celles de la Russie, celles des États-Unis. Vous êtes allé donc en Allemagne. Quel a été l'accueil là-bas ? Formidable. C'est assez incroyable parce que cette histoire de Jacques, dramatique de Jacques, des NN, m'a rapproché finalement. Et aujourd'hui, j'ai des amis en Allemagne qui m'ont beaucoup aidé dans mes recherches, qui m'ont accueilli très rapidement en Allemagne et qui m'ont aidé. Mais j'ai vécu la même chose en Pologne. C'est-à-dire que j'ai des gens qui se sont impliqués avec moi pour m'aider à trouver les traces de Jacques. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai des amis en Allemagne et en Pologne et que j'ai grand plaisir à retrouver. Et là, surtout, je vais avoir grand plaisir à aller leur montrer le film. Et à quel moment est-ce que vous avez compris que l'histoire de Jacques avait quelque chose d'universel ? À partir du moment où la question m'a été posée par un ami, on est en février 2015, et je raconte l'histoire de Jacques à un ami qui est passionné d'histoire. Et je lui dis, voilà, dans la famille, on dit que Jacques a été arrêté parce qu'il jouait à la guerre en forêt. Et moi, depuis toujours, dans mon inconscient, je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, il jouait avec des bouts de bois. Dans la forêt, il a été arrêté. Et l'ami me dit, mais Olivier, on n'arrête pas un enfant parce qu'il joue à la guerre. Il y a autre chose. Et c'est quand je rentre chez moi que je tape sur un moteur de recherche Jacques Lamotte déporté, que je tombe sur un wagon de déportation des NN du 18 juin 1942. Et c'est à ce moment-là que je comprends que l'histoire de Jacques, effectivement, est universelle. Universelle, elle concerne la Belgique également, Alain Collignon, vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut chiffrer plus ou moins les prisonniers NN belges ? À peu près 4500 prisonniers NN en Belgique, sur un peu plus de 16 000 déportés en tout.
étaient concernées des personnes qui étaient fortement soupçonnées par les autorités d'occupation allemandes d'avoir commis des actes à l'encontre des forces d'occupation, mais qu'on ne pouvait pas prouver immédiatement, et il était impossible, après les avoir appréhendés, de passer à l'exécution, de les exécuter dans un délai d'une semaine, 10 jours. Il fallait donc les déporter en Allemagne, où ils seraient jugés ultérieurement, et plus personne ne pouvait communiquer avec ces personnes-là. Mais pour la Belgique et le nord de la France et le Grand-Duché de Luxembourg, ces chiffres sont encore supérieurs. On parle de 6 à 7 000 personnes. Tout à fait, oui. C'est ce que l'abbé de la Martinière estimait, 7 000 personnes. 7 000 personnes, mais oui. Comme c'était secret, on ne peut pas savoir. Forcément. Donc Belgique, France, Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi Pays-Bas et Norvège, c'est un peu la shortlist des pays touchés par cette ordonnance. Pourquoi ces pays-là? Parce qu'ils étaient les plus proches? C'était des pays occidentaux où le régime nazi observait encore, certaines normes, mettons ces normes entre guillemets, un certain formalisme juridique. Alors que dans les plaines de l'Est, la violence de la guerre se déchaînait sans mesure. Et là-bas, les nazis ne mettaient plus du tout des gants. Ici, en Belgique, en France occupée, aux Pays-Bas et dans une moindre mesure en Norvège, il y avait encore certaines prescriptions juridiques et un certain façadisme juridique qui existait dans le chef des nazis. Et plus le temps va se passer, plus la guerre va s'accentuer, plus ce formalisme va s'atténuer. Et en 1944, des législations d'exception autres et encore plus expéditives seront appliquées. Et la validité du décret, l'effectivité du décret NN ira s'affaiblissant à partir de 43 et surtout 44. Donc vous dites façadisme, hein, donc pas de corps, pas de délit, pas de coupable. C'est en partie de l'hypocrisie. Hein. Voilà, on va voir à quel point ce sujet est non seulement universel, mais aussi actuel. Vous démarrez ce film par une phrase de Philippe Solers, dont je prends un extrait. « Maintenir le secret sur ce qui est arrivé est une façon d'affirmer une toute-puissance beaucoup plus efficace qu'un massacre direct au grand jour. » Pourquoi est-ce encore plus puissant? Pour Hitler, on arrive en 1941, il commence à y avoir des attentats contre des officiers allemands. Donc la répression, c'est la politique, on fusille. Et Hitler estime qu'on ne fusille pas assez. Et en France, le gouvernement de Vichy dit « Attention, vous commencez à faire des martyrs ». Donc il commence à y avoir de plus en plus d'opposition à votre régime. Et pour Hitler, dans sa tête, faire disparaître les gens, c'est pire que la mort. Et c'est ce dispositif-là. Et c'est ce que vient de dire la phrase de Solers, qui le dit très bien, que la disparition, finalement, c'est ça, c'est pire que la mort. Et c'est ce qui va se passer pour Emilia, parce qu'il n'y aura pas de corps. Et on ne saura pas de deuil jamais, possible. et pas de deuil possible. Ces personnes déportées nuit et brouillard, est-ce qu'elles savent qu'elles appartiennent à un groupe particulier? Non. Évidemment, non. on ne sait pas forcément ce qu'elles savent. Il y a des témoignages de NN qui sont rentrés, hein, des survivants, qui ont découvert qu'ils avaient été NN après-guerre. Et ils ont connecté, j'avais un témoignage que je n'ai pas pu monter dans le film, d'un rescapé NN, qui racontait que... il dit « Ah bah oui, c'est pour ça que c'était marqué, je ne comprenais pas que c'était marqué NN sur la porte de ma cellule. » Et il l'a découvert après-guerre. Faire disparaître les opposants est une pratique qu'Hitler n'est pas le seul à avoir utilisée. On se rappelle évidemment des dictatures d'Amérique latine dans les années 60-80, mais avant cela, avant Hitler, avant le régime nazi, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, il y a la dictature fasciste en Italie, mais qui est allée beaucoup moins loin que le nazisme. C'est quand même un régime autoritaire et d'une certaine manière totalitaire. Et puis, il y a aussi la dictature en Union soviétique, qui a procédé abondamment à des purges et à des contre-purges, à l'encontre de la société civile et même du Parti communiste sous Staline, évidemment. Mais est-ce que les régimes qui l'ont appliqué dans la deuxième partie du XXe siècle ont été inspirés directement par Nuit et brouillard? Peut-être pas d'un point de vue strictement juridique, mais la dictature militaire en Argentine était très discrète et occultait volontiers
la destinée de ceux qu'elle avait appréhendés en tant qu'opposants politiques. Parce qu'on est quand même en Amérique latine aussi. Oui, en Amérique latine, je dirais que c'est d'abord l'Argentine et dans un second niveau, le Chili de Pinochet. Aujourd'hui, ces disparitions forcées existent toujours, sont toujours d'actualité, et pas forcément dans des régimes dictatoriaux. Est-ce que vous êtes intéressé à l'actualité, Olivier Felibiollet, pour faire votre film? Alors, quand j'ai mis la phrase de Solers, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'était dans ce but-là. Je voulais ouvrir le film, en plus sur la manière symbolique, sur la voix de Marina Vladi, pour dire ça existe toujours, parce que ce texte est extrait d'un recueil qui s'appelle Les disparitions d'Amnesty International. Et une anecdote, c'est que mon film, je l'ai présenté sur un festival où il y avait un film qui retraçait le parcours de mères, de mamans mexicaines qui recherchent le corps de leur enfant disparu. On pense aussi aux maires de la place de Mai en Argentine. Tout à fait, voilà. Et donc, ça répondait totalement à ce film en disant oui, ça existe encore aujourd'hui. On fait aussi le lien avec le discours négationniste qui nie l'existence d'un fait dont on est finalement heureux qu'il existe, qu'il soit avéré. Mais nous sommes à l'époque. Vous parliez de façadisme. Nous sommes à l'époque des fausses informations qui circulent, qui galopent sur le net à une vitesse folle. Et il est à craindre que notre époque va se révéler très fructueuse dans ce mode opératoire des disparitions pour des raisons politiques inconnues. Il est à craindre que ça aille se développant dans les prochaines années, hélas. Pas nécessairement en Europe occidentale, quoique nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve, mais c'est déjà en cours de route dans certains pays d'Amérique latine où la société politique et civile devient de plus en plus instable et minée par le développement de régimes autoritaires et de milices parallèles qu'elles emploient ou de mafias qu'elles animent directement ou indirectement et qui se mettent de temps à autre à leur service. La personne disparue meurt 3 fois. Une fois au moment de son enlèvement, une fois lorsqu'elle meurt physiquement, et une fois à nouveau lorsqu'on nie sa disparition. Est-ce que c'est à cette 3e mort que vous avez voulu vous attaquer, Olivier Felibiollet, avec votre film? Quelque part, oui, c'est un hommage. C'est une quête. En fait, j'ai repris l'enquête d'Emilia. Quand j'ai découvert que Jacques avait été déporté NN, que j'ai commencé à trouver des traces de ses recherches à Emilia, j'ai voulu poursuivre. Et quelque part, je fais juste une parenthèse, Emilia, vous l'avez connue? Ah oui, pour moi, c'était ma grand-mère. C'est ma grand-mère de cœur. Donc voilà, c'est ça aussi votre attachement affectif. Ouais. Donc c'est une personne que j'aimais énormément, qui est décédée en 1994, qui m'avait transmis quelques documents qu'elle avait concernant Jacques, et que j'ai toujours, et qu'on voit dans le film d'ailleurs. Et donc j'ai voulu reprendre son enquête. Parce que je voulais aller plus loin qu'elle encore, et lui dire, être en capacité, quelque part, de lui dire, tu vois, on a retrouvé sa trace. Et je continue encore mon enquête aujourd'hui. C'est-à-dire voilà, j'allais vous poser la question. C'est une recherche qui ne s'arrête jamais? Qui ne s'arrête pas, puisque j'ai obtenu une dérogation après le film de consulter certains dossiers. J'y suis allé, j'ai continué, et j'ai trouvé de nouvelles traces. Aujourd'hui, même après le film, j'ai trouvé une trace des missions françaises qui sont allées en Pologne. Je pensais qu'elles s'étaient arrêtées en 1949. Non, elles y sont retournées en 1962, dans le petit village où il y avait la sucrerie. Et les missions françaises ont exhumé 3 corps, dont un inconnu. Et je sais aujourd'hui où ce corps a été exhumé, enterré à nouveau. Et il faut que je trouve aujourd'hui les rapports d'autopsie pour savoir qui était cette personne. Et s'il y a des similitudes avec Jacques, potentiellement, ça peut être lui. Et le but ultime, quand même, de ce film, pas de ce film, mais de mes recherches, ça serait de ramener Jacques auprès de sa mère. Et de faire éventuellement une suite à ce beau documentaire? Alors, je ne sais pas si ça sera une suite à ce documentaire, mais au moins, c'est aboutir mes recherches. Et aujourd'hui, il y a un autre travail qui se fait après ce film, qui est une bande dessinée. On vient d'écrire le scénario avec le dessinateur Vincent Wagner, qui fait les dessins dans le film, qui a eu un coup de foudre pour cette histoire, qui m'a proposé de faire une bande dessinée. Et vraisemblablement que ces nouvelles recherches et ces nouvelles trouvailles vont apparaître dans la bande dessinée. En tout cas, s'il vous plaît, Olivier, tenez-nous au courant de la suite de vos investigations. Merci Alain Collignon d'être venu sur le plateau de Retour aux Sources. On se retrouve très vite pour un nouveau dossier Histoire. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission sur RTBF Ovio. Merci à toute l'équipe. N'oubliez pas non plus votre rendez-vous de l'Histoire en radio, tous les jours sur la première dans l'émission de Laurent Dehaussay, Un jour dans l'Histoire. Belle fin de soirée, à bientôt.